Une première psychiatre a commencé à témoigner. On sait que c'est important, l'aspect psychiatrique de tout ce débat-là. Alors, on va parler de ça avec Mélanie Bergeron, qui a passé la journée au palais de justice de Saint-Jérôme, et comme à l'accoutumée, maître Jean-Pierre Arnaud, qui est criminaliste, et Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, Mélanie, parlons de cette psychiatre-là. Qui est-elle? Eh bien, Dominique Bourget, docteur de l'hôpital royal d'Ottawa, qui témoigne depuis hier, Denis. Et ce qu'elle est venue dire, elle témoigne pour la défense, bien sûr. Ce qu'elle est venue dire aujourd'hui, en gros, dans son rapport de 2011, quand elle a rencontré Guy Turcotte, en fait, elle l'a rencontré à 2 reprises, elle devait l'évaluer à ce moment-là et déterminer s'il était responsable, quel était son état mental au moment du drame. Et ce qu'on a compris aujourd'hui dans les conclusions de ce rapport-là, c'est qu'elle a dit il y a eu tellement une escalade d'événements dans la vie de Guy Turcotte, il était déjà vulnérable et disons que cette escalade a mené à des idées suicidaires aiguës. Donc il est entré dans un processus où ce à quoi il pensait tout le temps, c'était qu'il voulait mourir. Et au moment du drame, en fait, ce qu'elle a raconté, c'est qu'il ne voulait pas nécessairement tuer ses enfants, mais les amener avec lui pour leur éviter la souffrance de le trouver le lendemain matin. C'est un petit peu ça qui a été raconté. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il n'avait pas la capacité de juger de la nature de ses gestes, des conséquences aussi au moment où il les a commis. Donc ça, c'est son rapport de 2011. Le procureur, justement, avant de parler de son rapport en 2015, le procureur a quand même travaillé sur ces événements, la nuit, la journée des événements, en disant comment ça se fait que votre client ou que l'homme que vous avez évalué avait l'air à avoir toute sa tête quelques minutes avant, quand il a contacté des gens dont on a parlé depuis le début du procès. Et ça s'est passé, Denis, dans le contre-interrogatoire de Maître Verret. Ce qu'il a dit à Dr Bourget, c'est comment se fait-il que quelqu'un peut perdre contact avec la réalité de cette façon-là, mais quand même arriver à téléphoner à un agent d'immeuble et à la mère de la gardienne pour annuler des rendez-vous pour le lendemain. Comment se fait-il qu'il a quand même eu conscience qu'il devait faire ces choses-là alors que supposément il n'avait pas contact avec la réalité, que son cerveau était profondément malade? C'est ce qu'elle a dit. Et par la suite, pour se justifier, en fait, pour expliquer le tout, Dr Bourget a dit que le cerveau, eh bien, c'est un organe complexe, qu'on peut avoir des problèmes avec son cerveau, mais qu'il y a quand même certaines choses il y a certaines connexions qui se font malgré tout. Donc, c'est comme ça qu'elle a justifié ses propos. Et il faut dire aussi qu'il l'a interrogé sur le fait que dans ce rapport-là, elle se base essentiellement sur ses rencontres avec Guy Turcotte, donc sur ce qu'il lui a raconté. Et il a soulevé un doute, justement. Pensez-vous qu'il aurait pu vous mentir? Est-ce que quelqu'un qui est accusé de meurtre pourrait changer la réalité? Est-ce qu'il aurait pu vous monter un bateau? Je reprends ces termes. C'est un petit peu ce qu'il a dit. Et elle a répondu, c'est certain qu'on est conscient de ça, mais il y a quand même toutes sortes de critères pour analyser. Nous, on se base sur les observations qu'on a devant nous, si tout est cohérent. Et dans ce cas-ci, ce qu'elle soutenait, c'est qu'elle n'avait aucune raison de penser que Guy Turcotte lui mentait au moment de lui raconter sa version des faits. Alors, Maître Rancourt, justement, c'est toujours la première question qui nous vient à l'esprit. On entend un psychiatre, on dit, il a tellement l'air sûr de son affaire, est-ce qu'il ne peut pas se faire péter de la boue? Ben écoutez, ils ont des, comme Mélanie le disait, la psychiatre a répondu à ça, ils ont des trucs, hein, ils ont des critères, ils ont des questions, ils ont des barèmes, et ils sont capables de décider si, par exemple, quelqu'un compte des mensonges ou pas, ou monte un bateau, comme on dit. Ça ne veut pas dire que c'est infaillible, ça peut arriver que... Des grands manipulateurs peuvent... Ben oui, ça peut arriver. Mais vous savez, quand je regarde ça, c'est l'article 16 du Code criminel. Hein, la non-responsabilité criminelle, la défense doit démontrer par une balance de probabilité que l'individu, au moment des gestes, ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas différencier le bien du mal. C'est un parcours important. Alors, la psychiatre qui est venue aujourd'hui vient nous dire que pour elle, et elle raconte tous les événements qui ont amené à un moment donné, à dissocier complètement. Il ne savait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Il ne savait pas qu'il tuait ses enfants. Il ne savait pas qu'il faisait mal aux enfants. Alors, ça, c'est une opinion. Maintenant, il va y avoir des opinions de l'autre côté, éventuellement, Mme le juge. Oh, oui, il va y avoir des opinions, mais d'où l'importance aussi, ce que Mélanie nous racontait, de cibler dans les
minutes ou demi-heure avant ou en fin ou l'heure, le plus près possible de l'événement. Alors, vous êtes en mesure d'appeler un agent d'immeuble. Premièrement, vous vous souvenez du numéro de téléphone, j'imagine. Vous êtes en mesure d'appeler et de dire à la gardienne qu'on n'aura pas besoin des services. Ça, c'est des choses importantes aussi que le procureur de la Couronne soulève pour effectivement soulever le fait que, bon, c'est beau d'avoir une incapacité, mais quel genre d'incapacité? Est-ce qu'elle est, à quel moment? Parce que ça va être terriblement important, le moment. J'ai eu un cas qui ressemble à ça. Il tue sa femme par jalousie parce qu'elle a commencé à sortir avec un de ses meilleurs amis et il veut se suicider, il manque son coup. Mais les policiers ont retrouvé dans son bureau une lettre. Il avait écrit une lettre juste avant d'essayer de se suicider, avant de la tuer, où il disait « Je peux pas vivre avec ça, on part tous les deux parce que tu es avec mon meilleur ami et puis tu me triches, je peux pas vivre avec ça. » Alors ça, quand on a présenté notre défense de non-responsabilité criminelle, les jurés ont été confrontés à cette lettre-là qui a été écrite dans les secondes qui précèdent. Plus c'est prêt, plus j'étais en possession de mes moyens, plus c'est compliqué de dire qu'il n'était pas crédible. Absolument. Et à ce moment-là, ils n'ont pas retenu la thèse. Alors, Mélanie, elle a aussi parlé de 2015, parce qu'elle a rencontré récemment et elle a fait un rapport. Qu'est-ce que ça dit? En fait, c'est une mise à jour, Denis, parce que quand elle a appris qu'on lui demandait de participer à ce deuxième procès, elle a voulu rencontrer l'accusé à nouveau, parce que la dernière fois qu'elle l'a rencontré, c'était en 2010. Donc, elle voulait se mettre à jour. Et essentiellement, il n'y a pas beaucoup de neuf dans ce rapport-là. En fait, elle l'a bonifié avec cette rencontre en 2015. Elle a constaté que finalement, le diagnostic avait changé depuis 2011, en fait. Quand elle a émis son premier rapport, il ne souffrait plus de troubles d'adaptation avec anxiété et humeur dépressive, mais là, on parlait de troubles dépressifs majeurs. Et là, ce qui est important, la nuance ici, c'est que ce n'est pas son état mental qui a changé au moment du drame, mais bien au fil des années. Alors, depuis 2011, entre 2011 et 2015, ce qui a été constaté, c'est que son état s'est détérioré et elle se sert de ça pour expliquer le portrait général dans le temps de ses problèmes de santé mentale. Donc, il y avait certains signes, même avant 2009, d'humeur dépressive, n'avaient pas été diagnostiqués. Par la suite, en 2011, troubles d'adaptation avec humeur dépressive et là, la gradation en 2015, ce qu'elle a pu constater et lire des différents rapports médicaux, c'est qu'il souffre de dépression majeure, il prend des médicaments, donc c'est ce qui est retenu ici, mais il y a quand même... comprendre, Mélanie, d'après ce qu'elle dit que pour elle, le trouble d'adaptation, elle dit qu'il était dépressif avant, le trouble d'adaptation, et là voilà encore une dépression, et elle dit même qu'il serait encore dépressif. C'est-à-dire que c'est la même maladie qui évolue ou si c'est deux choses différentes? Bien, selon elle, les symptômes sont restés dans le temps, ce qui fait que ça change le diagnostic. La maladie a évolué, donc ce serait la même maladie qu'au point de départ, simplement qu'à ce moment-là, avec les critères qu'on avait, les critères psychiatriques, on a pu déterminer que c'était un trouble d'adaptation, mais qu'avec le temps, quand ça persiste, ça peut dégénérer justement en dépression majeure. C'est ce qu'elle a expliqué. Donc, et d'ailleurs, ce rapport-là... Oui, vas-y, on parlera après ça. OK, continue. Bien, en fait, c'est qu'on l'a aussi interrogé sur ce rapport-là. À l'effet, c'était quoi votre mandat exactement? Est-ce que vous deviez refaire le fil des événements du drame ou bien vous deviez seulement évaluer l'accusé depuis la dernière fois que vous l'aviez vu? Alors, elle n'avait pas le mandat de tout refaire au complet. Ça, c'est bien important. Elle a pu avoir de nouvelles informations en vue de ce deuxième procès. D'ailleurs, ce rapport-là est daté du 24 octobre, soit un mois après le début du procès. Donc, nuance importante, alors que le premier rapport, elle avait préparé 2 mois avant le début du procès. Donc, il y a des informations qu'elle a pu avoir depuis le début du procès pour baser ses conclusions, en fait, dans ce dernier rapport de 2015. C'est pas un peu surprenant que le rapport arrive en plein milieu du procès? Pas nécessairement. Probablement qu'elle assistait au procès, et Mme le juge pourrait me dire, probablement que l'expert, elle était au procès pour entendre toute la preuve, dont le témoignage de Turcotte. Alors, à ce moment-là, elle peut terminer son rapport, mais la loi prévoit que la défense n'est pas obligée de donner son rapport avant la fin. Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est de bonne guerre qu'elle puisse suivre le procès et finaliser son rapport à la fin.
quand même curieux, parce que l'état de santé de Guy Turcotte, est-ce que si elle le voit, donc, pour que ça tienne votre affaire, pour qu'elle continue à le voir, c'est ça? Le voir, mais aussi le témoignage, son témoignage à la cour. Évidemment, elle l'a rencontré, le témoignage de la cour, bien là, elle prend note de ça, et il peut y avoir des changements dans le témoignage, il peut y avoir d'autres choses qui s'accumulent, alors elle prend ça en considération. Alors, Mélanie, on dit qu'il est dépressif encore, qu'actuellement, il y a des symptômes à cet égard. C'est quoi? Oui, bien, en fait, elle a décrit finalement ses observations quand elle l'a vu, son humeur dépressive, absence beaucoup d'émotions en raison de la médication. C'est ça, d'ailleurs, qu'il ne ressent pas nécessairement d'anxiété particulière, sauf que quand il replonge dans le drame, bien sûr, ça lui fait revivre des souvenirs, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'il est pas mal au neutre. C'est ce qu'il lui raconte, c'est ce qu'elle constate. Elle constate certains tics nerveux. Il faut savoir que parfois, il se balance d'en avant, en arrière, certains tics comme ça, elle a remarqué. Mais en gros, elle dit que c'est cohérent ce qu'il raconte par rapport au drame. Il a gardé essentiellement la même version, pas de nouveauté de ce côté-là. Donc, en fait, c'était vraiment une mise à jour, une rencontre qui a duré 3 heures. Et ce qu'on a soulevé du côté de la couronne aussi, c'est qu'il y a ce témoin qui est venu et elle a déposé son rapport le lendemain. Donc, lui, ça a soulevé un peu dans son esprit à l'effet, bon, est-ce qu'elle a changé certaines choses à la suite du témoignage de M. Rouillard? Parce que le méthanol, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un aspect quand même majeur dans ce procès, le méthanol qu'il a utilisé pour tenter de se suicider. Donc, la psychiatre qui dit qu'il a un affect émoussé, une expression faciale figée, Mélanie disait, il est engourdi. Donc, il est encore malade et il est encore en dépression. Moi, la première idée qui m'est venue, comment se fait-il, s'il est encore malade, d'après une psychiatre, qu'il ait été autorisé à sortir de Pinel? Écoutez, est-ce qu'il y a des phases, ça, franchement, ça serait au psychiatre un peu plus. C'est toujours les psychiatres qui décident. Oui, mais c'est ça, effectivement. Ces gens-là décident, parce que c'est eux les experts de la maladie mentale, comme dans toute chose. Est-ce que ces gens-là ont décidé que sous médication, avec un environnement correct, il était en mesure de fonctionner. Vous savez, il y a des gens dans la société qui souffrent de dépression puis qui sont médicamentés et ils ne sont pas nécessairement dangereux, évidemment sous médicaments. D'ailleurs, Mélanie, je pense que le jury s'est intéressé à ça. Il voulait savoir s'il était médicamenté. Oui, et ce qu'on a dit, ce que le juge a répondu à cette question, en fait, c'est une question, Denis, qui a été posée hier matin par un des membres du jury et, bon, on voulait savoir si ça pouvait peut-être affecter son témoignage, justement, et le juge a dit qu'il devait se baser essentiellement sur de la preuve. Donc, en théorie, ça a été déposé en preuve. Dans le rapport de la psychiatre, on a pu lire que Guy Turcotte se voit prescrire, donc il y a une nuance, on ne sait pas, bon, il n'y a pas de confirmation qu'il prend sa médication, mais bref, il a eu prescription d'un antipsychotique et de 2 antidépresseurs. Donc, ça répond en quelque sorte à la question du jury, à savoir si la prescription, à savoir s'il les prenait, c'est une autre question, mais oui, ça a été soulevé, justement, peut-être parce que le jury voulait savoir si ça pouvait affecter ou changer des choses dans le témoignage de Guy Turcotte. Comment vous voyez ça, mettre en cours cette question là-dessus du jury et le juge qui dit, ben, je ne peux pas vous le dire, on le su après quand même avec le dépôt de rapport. Qu'est-ce que ça vous indique? C'est drôle parce que l'avocat de la Couronne aurait pu poser cette question-là à Turcotte, est-ce que vous avez pris votre médication aujourd'hui? Et un des jurés aurait pu, à l'époque, quand il témoignait, dire au juge, nous avons une question. Parce que les jurés ont le droit de poser des questions. Pas ad nauseam, mais une question. Est-ce que vous avez pris de la médication? On aurait pu poser la question. Mais une fois qu'il est sorti de la boîte, qu'il n'est plus là, on ne peut plus. Le juge dit, écoutez, la preuve est là, c'est terminé. On ne peut pas vous dire s'il en a pris de la médication ou pas, parce qu'il n'est plus dans la boîte, il n'est plus là. Donc, mais qu'est-ce que ça vous inspire que le jury voulu le savoir? C'est parce que quand il a témoigné, on se souviendra, on en a parlé ici dans notre forum. Vous étiez là. J'étais là, et on a soulevé certains points, en fait, tout le même. Le procureur de la Couronne lui-même a dit, pouvez-vous regarder, le jury, et on se souviendra que le juge est intervenu, il a dit, écoutez, on ne peut pas demander à un témoin de changer son comportement, vous l'évaluerez. Qu'est-ce qui ressort de ceci? Est-ce que ces gens-là ont dit, pourquoi? Est-ce qu'il était sous médication? Est-ce qu'il se prenait un médicament? C'est pour ça qu'il a l'air lasse ou amorphe? Bon. Alors, là, ils viennent d'obtenir une partie. Mais là, moi, je me pose la question suivante, c'est que si le rapport de la Couronne l'a eu seulement le 24,
n'a pas pu poser la question. Et je dis bien si, on ne sait pas, là, si la Couronne a eu le rapport complémentaire seulement le 24 octobre, ben, il ne savait peut-être pas. Là, ou s'il savait... Enfin, il le su, le jury. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il voulait le savoir. Donc, c'était quelque chose d'important. C'est une excellente question, on va voir comment ils vont... C'est eux qui vont le... Alors, Mélanie, ça se poursuit demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Contre-interrogatoire, c'est la suite, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a duré à peu près 1 heure. On avait des choses à régler concernant une pièce en preuve. Ça prenait 2 heures de temps. Donc, on a arrêté le tout à 15 heures, mais ça recommence demain matin, 9h30. Contre-interrogatoire, encore une fois, et on se pose vraiment la question, est-ce que le méthanol va revenir? Donc, c'est un aspect assez nuancé dans les 2 rapports. Il y a certaines subtilités qu'on va peut-être aborder lors de ce contre-interrogatoire. Ça se poursuit donc demain avant midi. OK, on va surveiller ça. Merci à vous 3 d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour.